Bonsoir à tous. Notre collectif estime que la République démocratique est la forme politique la plus pertinente pour accueillir et faire prospérer le bien et le juste. Mais la Ve République est en crise et à travers elle, ses institutions. Les institutions sont les organes qui permettent à une communauté politique déterminée d'individus d'exercer leur souveraineté au sein d'un espace géographique déterminé, la nation. C'est pourquoi nous limiterons notre intervention aux institutions actuelles permettant d'exercer pleinement et directement ses souverainetés au niveau national. Nous serons guidés par notre souci dominant, qui est de faire prévaloir l'humanisme démocratique pour faire face aux trois pôles barbares des dogmatismes aujourd'hui dominants, qui sont les idéologies religieuses radicales, les nationalismes régressifs et l'économisme dit ultralibéral dont nous avons un peu eu l'écho ce matin. Toutes ces dogmatismes sont méthodologiquement étrangers à toute préoccupation humaniste, puisqu'elle n'est même plus identitaire, tout soumis qu'elle est au seul critère de la croissance des richesses. Mais vivons-nous actuellement une crise de l'État ou une crise de représentants de la nation? Le discours humaniste républicain de la Quatrième République s'est construit autour de l'idée d'un État solidaire et redistributeur. Il a permis aux générations d'après-guerre de profiter très largement de l'ascenseur social, d'une certaine égalité sociale très supérieure à celle de l'avant-guerre et d'un climat social nettement plus apaisé. Les tensions qui existaient n'allaient pourtant pas jusqu'à la remise en cause des grands principes républicains que nous vivons actuellement. Les divergences particulières n'effaçaient pas la conscience d'une communauté de destin au sein de la République. Et les politiques redistributives ne sont plus acceptées comme justes par les favorisés. Les ambitions égalitaires ont pris un coup de vieux avec l'effondrement du bloc soviétique et l'intégration massive de toutes les activités économiques et culturelles dans la mondialisation. L'affaiblissement du lien social et aussi du lien civique dont nous avons parlé dans la commission précédente correspond aussi à l'accroissement des inégalités de revenus et de capital, à la part relativement toujours plus faible des revenus de travail au profit de ceux de la rente. Les classes moyennes et populaires, les TPE, les PME, ont l'impression de participer seuls à l'effort de solidarité nationale, dont certains peuvent au contraire s'affranchir. L'actualité en la matière est assez forte, notamment fiscale. Celles-ci, les niches en particulier, profitent bien plus aux riches, sans mauvais jeu de mots. Mais si l'État est devenu un père indigne pour ses enfants, les plus modestes, il est aussi un amant décomplexé pour ses élèves serviteurs. L'endogamie des anciens élèves des grandes écoles publiques avec les décideurs des marchés privés, réunis au sein d'une famille d'héritiers relayée par une classe politique professionnalisée, entretient une situation durable de fracture sociale, où les carrières des uns entretiennent les carrières des autres, au détriment de la préoccupation du bien public ou de la mise en œuvre de la volonté générale. Quant au monde médiatique, au lieu de diffuser une information vérifiée, mais orientée, pour faire ressortir ce qui permet la compréhension, ne fait que renforcer cette reproduction, non seulement sociale, mais aussi désormais culturelle et mentale, et qui bloque l'initiative en conditionnant les moyens de pouvoir. Reste donc à réformer l'État. Mais comment le réformer lorsque ceux qui bénéficient de ces avantages sont juges et parties du problème qu'ils ont contribué à installer? Comment réformer l'État lorsque la séparation des pouvoirs n'est plus assumée, que le pouvoir excessif de l'exécutif écrase tous les autres et que les règles déontologiques minimum qui devraient s'imposer aux représentants de la souveraineté nationale sont régulièrement bafouées? Comment réformer un État dont la clé de voûte, la présidence de la République, distribue les nominations et ordonne les carrières sans être lui-même, suivant la Constitution, en rien responsable? Et enfin, comment réformer un État dont le mode électoral, en favorisant le bipartisme, sous prétexte de stabilité gouvernementale, appauvrit la souveraineté populaire? Contraindre ses ambitions par des logiques binaires simplistes inhibe les velléités d'innovation politique puisqu'il pérennise les partis dans leur fermeture idéologique, leur étroitesse sociale ou encore leur mode de vie clanique. La crise de l'État, la détérioration des comptes de la nation et le mal redistribution n'est pas avant tout la démission des représentants de l'État, tous incités à le desservir. Pour faire face à cette crise, à défaut d'introduire une démocratie parfaite, nous vous proposons tout simplement de révolutionner la représentation.
Les régimes représentatifs connaissent tous les mêmes problématiques de légitimité, de crise, et sont contestés dans tous les pays qui se veulent démocratiques. Les systèmes démocratiques d'aujourd'hui sont à bout de souffle. Taux de participation au vote au plus bas niveau, augmentation du nombre de votes de protestation ou dits de sanctions, baisse du nombre de militants engagés, poussée du populisme et du simplisme politique, sans compter la détérioration grandissante de l'image de nos hommes politiques. Ceux-ci risquent de se voir remplacés potentiellement par la violence, par des régimes clairement indifférents aux valeurs et manières d'être démocratiques précédemment évoquées. Comment mettre fin à la crise des représentants de la nation? Pardonnez le pléonasme, mais comment s'assurer que la représentation nationale représente la nation? Qu'elle intéresse le citoyen, qu'elle assure le bien commun et que la diversité d'opinions s'y exprime. Aujourd'hui, le citoyen est sommé d'obéir à une autorité. Il est dominé et asservi par des visions du politique comme de la société, comme de l'économie, qu'il est un acteur responsable, redonnant du sens à l'action politique, de redresser le législatif permettant ainsi de valoriser la souveraineté populaire et les mandats qui en découlent, en leur offrant des voies d'action réelles, autres que la simple soumission au système électif. Parallèlement, le système présidentiel personnel extrême que nous connaissons favorise le fonctionnement des partis politiques, polarisés sur la victoire électorale, puisque tout en découle. Et donc tous les moyens sont bons quant à la fin, le triomphe absolu de l'élu et de son camp, et le seul véritable objectif réel. Pourquoi informer quand c'est la propagande qui paye? Pourquoi ne pas jouer sur les intérêts corporatistes particuliers, immédiatement visibles, plutôt que de rechercher un intérêt général difficile à discerner? Les partis, dans le système actuel, favorisent la division de la société, puisque aussi bien la vie politique est fondamentalement saisissable, comme une lutte sans merci. Surtout pas comme une opposition d'idées bien expliquées et assimilées, puis soutenues par des partisans. Nous souhaitons que l'Assemblée ne soit plus uniquement le lieu d'une gestion cathartique du pouvoir, mais soit le lieu où s'enclenche un cercle vertueux démocratique. Nous devons donc révolutionner les schémas de pensée et d'organisation du pouvoir afin de redonner un sens à notre démocratie. Ce sens doit se traduire nécessairement par une revalorisation du citoyen comme acteur de la décision politique. Nos concitoyens n'ont jamais été dans leur plus grand nombre aussi éduqués, autant informés, autant critiques et autant volontaires pour changer le monde. De plus, les techniques et technologies nouvelles peuvent permettre de prendre en compte leur multitude et leur complexité. Il est donc indispensable de leur donner les moyens d'exprimer leur volonté, leur diversité et leur engagement. Nous rappellerons ici une parole de Pierre Mendès France qui affirmait que, je cite, « La démocratie ne consiste pas à mettre épisodiquement un bulletin dans une urne, à déléguer le pouvoir à un ou plusieurs élus, puis à se désintéresser, s'abstenir, se taire pendant 5 ans. Elle est action continuelle du citoyen, non seulement sur les affaires de l'État, mais sur celles de la région, de la commune, de la coopérative, de l'association, de la profession. Si cette présence vigilante ne se fait pas sentir, les gouvernements, les corps organisés, les fonctionnaires, les élus, en butte aux pressions de toutes sortes de groupes, sont abandonnés à leur propre faiblesse et cèdent bientôt soit aux tentatives de l'arbitraire, soit à la routine et au droit acquis. Et il finit par « La démocratie n'est efficace que si elle existe partout et en tout temps ». Voici, pour cette longue introduction, mais quelles sont nos propositions pour traduire cette mise en action de l'intelligence collective par le biais des citoyens? Il serait possible tout d'abord d'introduire au niveau de l'élection présidentielle, j'insiste sur ce point, un système inspiré du vote dit de valeur. Alors le vote de valeur consiste pour les citoyens à évaluer tous les candidats qui se présentent à un même mandat, en l'occurrence le présidentiel. Le citoyen donne ainsi une valeur à chaque candidat, lui attribue une sorte de note. Au dépouillement, le candidat ayant obtenu la meilleure moyenne de notes est élu en un seul tour. Ce système a le mérite de responsabiliser le citoyen en faisant appel à son intelligence de jugement. Il a déjà été expérimenté par une association et des universitaires lors des échéances de 2007 et de 2012, et les retours ont été très positifs sur le mode de désignation. Le vote devient ainsi par ce biais un rituel citoyen républicain responsabilisant les électeurs actifs. Il est intéressant d'imaginer ce qu'aurait été l'élection de Jacques Chirac en 2002 face à Jean-Marie Le Pen. Les résultats eût été les mêmes au final, c'est sûr, mais le sens de l'élection et les votes
et les notes qui auraient été données par chacun auraient été profondément novateurs. Parallèlement, et même si la proposition suivante paraît un peu hardie, elle mérite une véritable réflexion. Elle serait envisageable d'imaginer pour les élections législatives cette fois-ci, qu'une part de l'Assemblée ne soit plus élue, mais tirée au sort sur des listes électorales. Ainsi, lors des élections législatives et locales, il serait possible de proposer un bulletin tirage au sort, le pourcentage ayant obtenu déterminerait le pourcentage de représentants ainsi désignés. Le tirage au sort permet, par la théorie des grands nombres, d'assurer une représentativité sans commune mesure avec le soi-disant sceau que représenterait la proportionnalité. De plus, ce système permet encore de faire appel à la responsabilisation des électeurs. Quoi qu'il en soit, et malgré cet appel à l'intelligence, il convient tout le temps de se prémunir contre d'éventuels abus ou défauts de celle-ci, en veillant à ce que l'élu bénéficie d'un contrôle. Ce contrôle devra en premier lieu et avant tout empêcher les conflits d'intérêts. Les conflits d'intérêts sont des situations d'interférence réelle ou potentielle entre le mandat d'un parlementaire, ou d'un élu de quelque sorte qu'il soit, et ses intérêts privés, qui minent par ce fait les principes de la démocratie représentative. Le dispositif français de prévention et de contrôle des conflits d'intérêts est traditionnellement considéré comme faible, voire laxiste. Mettre en œuvre une stratégie de lutte contre les conflits d'intérêts implique une politique volontariste articulée autour de 3 axes: prévenir, détecter, enquêter et sanctionner. Dans le cas français, elle nécessite également un examen approfondi des principales faiblesses du dispositif national, et notamment sur la forme, qui appelle les limites des approches uniquement basées sur le volontariat, de type code de bonne conduite, de déontologie, ou la transparence. Et sur le fond, le respect du principe d'incompatibilité d'un mandat avec des activités privées ou des liens avec des groupes d'intérêt, comme le lobbying. Par exemple, Goldman Sachs. Sur ces bases, il est important de refonder la République en adoptant notamment les mesures suivantes. Interdire le cumul d'un mandat avec toute activité professionnelle, interdire la succession de mandats à une même fonction, ou en limitant la réélection à un même mandat une seule fois, par exemple. Interdire également le cumul d'un mandat avec des fonctions ou mandats exécutifs locaux, car il faut admettre qu'il y a un mélange des genres patents d'un élu qui est à la fois détenteur du pouvoir exécutif en étant maire et du pouvoir législatif en étant député. Interdire l'acceptation de tous les cadeaux aux parlementaires, sanctionner tout conflit d'intérêts caractérisé, ajouter dans les déclarations d'intérêt à déposer les dons supérieurs à 1 000 € ou frapper d'inéligibilité encore un élu ou un représentant qui volontairement ne se conformerait pas à une obligation légale lui incombant, comme par exemple le nombre de logements sociaux au sein d'une commune. Le contrôle, ensuite, devra nécessairement passer par une modification du rôle du Conseil constitutionnel. La Constitution du 4 octobre 1958 est la norme suprême qui fixe les règles relatives et régissant l'exercice du pouvoir. Cette norme n'est pas la seule à être dotée d'une valeur constitutionnelle. D'autres le sont également, c'est ce que nous appelons le bloc de constitutionnalité qui comporte la Constitution de 1958 et son préambule, le préambule de la Constitution de 1946, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1989, les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, les principes et objectifs à valeur constitutionnelle et la Charte de l'environnement. Pour donner toute son efficacité au rôle du Conseil constitutionnel, ne faut-il pas revoir essentiellement le mode de nomination de ses membres, mettre un terme aux nominations de politiques, non seulement les anciens présidents de la République, mais aussi les anciens ministres ou parlementaires, et privilégier les juristes, que sont des magistrats par exemple, tirer au sort, peut-on l'envisager sur une liste assez large, et des représentants du Conseil d'État ou de diverses cours. Au-delà, l'utilité, voire la légitimité même d'un tel organe ne nous apparaît pas indispensable, qui par définition permet à quelques personnes non représentatives et dans l'ensemble relevant de la catégorie des héritiers et des héritières au sens bourdegien du terme, de s'opposer en toute tranquillité et sans limite possible à la souveraineté populaire. En ce sens, il faut que le Conseil constitutionnel accompagne plus les lois et il devrait avoir
des rôles renforcés, notamment en termes d'information par des rapports annuels circonstanciés, de contrôle d'application des lois et de leurs conséquences, comme une analyse de risque, de la performance des lois, de la gouvernance de nos élus et des mandats d'administrateurs. Et enfin, elle pourrait être en capacité de sanctionner des manquements, comme par exemple une loi qui n'obtiendrait pas dans un délai raisonnable et défini les décrets d'application deviendrait caduque. Accompagner les lois, c'est incontestablement changer les choses, en redonnant une dynamique et en assurant son succès au niveau de nos citoyens. C'est faire respecter les valeurs de notre République. En ce sens, il serait également adéquat de redonner plus de poids au législatif par rapport à l'exécutif, tout en substituant, par exemple, au Sénat, le Conseil économique, social et environnemental, qui permet de faire appel institutionnellement aux associations et à divers experts et de façon générale à l'intelligence collective. Ce nouveau CECE serait consultatif, aurait un pouvoir de contrôle d'application des lois et un pouvoir d'enquête parlementaire. Bien évidemment, la désignation de ses membres devra assurer la pluralité des opinions et de la probité. Enfin, le représentant législatif, tant de l'Assemblée nationale que du nouveau CECE, devrait bénéficier d'un statut ou d'un code spécifique qui devrait prévoir une formation avant l'occupation de la fonction, une rémunération correcte, des organismes de soutien aux élus ayant perdu leur mandat afin de faciliter la reprise de poste de reconversion, que l'action politique ne soit pas un frein professionnel, et une organisation d'une disponibilité électorale par les citoyens dans les entreprises publiques et privées. Nous avons donc formulé ici des propositions diverses dont nous pensons qu'il est possible de les fédérer en une présentation institutionnelle qui leur donnerait cher, apporterait un lien, se prêterait à une identification simple, donc médiatiquement recevable. Nous avons donc proposé des mesures améliorant les conditions de vote, exigeant des progrès éthiques et donc politiques dans les actions des élus et des dirigeants, mais aussi touchant au fonctionnement profondément démocratique par le contrôle de l'application des lois. Toutes ces propositions peuvent être vues et présentées comme permettant de juxtaposer à la démocratie de délégation, qui confie donc des pouvoirs à des représentants et qui crée la légitimité formelle des pouvoirs traditionnels, à une démocratie d'exercice, qui demande et crée un lien, une possible articulation durable entre citoyens et élus, une interaction instituée entre les citoyens et l'État, en complément des moments électoraux dont on vient de voir qui ne doivent plus monopoliser l'attention politique. Les institutions se doivent donc, pour assurer une pérennité à un système et bénéficier au plus grand nombre, assurer un fonctionnement démocratique, cela va de soi, en organisant des débats publics, contrôler les élus ou les désigner, responsabiliser les acteurs, politiques et citoyens, et encore une fois, faire appel à l'intelligence collective. Évaluer les actions menées et les amender en cas d'échec. Donner voix à la critique constructive. Au total, et à côté de la République concurrentielle que nous connaissons et qui doit subsister, nous espérons l'instauration de pratiques à partir d'institutions clairement fonctionnelles. Ces institutions créent un lien nouveau entre représentants et citoyens et relativiseraient les occasions de perversion des institutions en mettant en avant des agendas politiques plus inspirés par les citoyens. Pour conclure, il nous appartient d'ouvrir tant à l'imaginaire qu'à la rationalité, d'être un pont jeté, une alchimie entre ce qui semble impossible d'associer et de faire appel à l'intelligence collective plutôt qu'à croire en la vertu ou au génie de quelques-uns. À défaut, il est à craindre dans les prochaines années, si ce n'est dans les prochains mois, de voir se substituer au système actuel une démocratie, à savoir le processus par lequel la souveraineté est progressivement enlevée et sans violence apparente aux citoyens. Je vous remercie.